Chers amis de la communique, cher Dan Leclerc, bonjour. Bonjour Thierry Rossa. Alors aujourd'hui, c'est une pléthore d'invités et de qualité sur une série que l'on pourrait appeler Histoire et culture d'Alsace et d'Alsace, hein, et voire même d'ailleurs, avec des invités très européens et très éclectiques que nous allons vous présenter et bien évidemment diffuser. Thierry, je te laisse l'honneur, si je puis le dire ainsi, de présenter peut-être ou d'accueillir nos hôtes. Merci beaucoup, Dan. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une émission euh, qui était orientée vers la nourriture du ventre. Aujourd'hui, ça va être la nourriture de l'esprit. On va faire une émission basée sur l'histoire de notre ville, essentiellement, de notre région. Et pour cela, nous avons trois invités. Et je crois qu'on va commencer par Véronique. Véronique Herbreton. Bonjour. Véronique Herbreton est guide. On la voit très souvent dans notre synagogue puisqu'elle elle va nous en parler. Véronique a un guide particulièrement orienté vers la communauté et on la voit très souvent avec des groupes en français, en anglais, en allemand dans la synagogue. Véronique Herbreton, bonjour. Bonjour, cher Thierry. Bonjour. On s'est vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs devant la synagogue pour la présentation de la maquette de la synagogue qui est derrière moi. Et peut-être qu'on se tutoie. Véronique, peut-être que tu vas quelques minutes nous dire d'où tu viens et qui tu es. Oh là, tout de suite là, comme ça, à brûle pour point, d'accord. Donc, je suis née à Strasbourg. D'accord. Donc, je suis née à Strasbourg, je suis née au Comtade et j'ai vécu à Strasbourg. Après, j'ai fait un cursus en histoire de l'art et en muséologie. J'ai une maîtrise en muséologie que j'ai faite à Mulhouse et après, je suis partie enseigner aux États-Unis. Et donc, j'ai exercé diverses professions, notamment dans l'édition en tant qu'iconographe. Et j'ai passé l'examen de guide il y a presque 25 ans maintenant, et celui de conférencière des villes et pays d'art et d'histoire. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis guide et conférencière. Et effectivement, je fais beaucoup de circuits sur la communauté, étant donné que j'ai aussi grandi en plein quartier juif, rue du Général Rapp, parce que mon papa s'est remarié avec une dame de la communauté. Voilà. Donc, j'avais cette culture au quotidien et donc ça m'intéressait de pouvoir faire des visites sur la communauté à Strasbourg. Oui, je crois que tu as partagé les fêtes, le rythme des fêtes juives, la Souka, le Pâques, Pessah. Tout à fait. Ça a baigné ton enfance. Véronique, tu as également un tour assez sympa que tu nous as fait faire avec des amis à la cathédrale, une visite très insolite de la cathédrale. Et je crois que tu n'es pas un guide tout à fait traditionnel à Strasbourg. C'était avec ton époux, c'était avec Nathalie, c'était le patrimoine insolite et secret de Strasbourg, je crois, avec un groupe d'amis. Et oui, voilà, ce que j'essaie de faire durant mes visites, c'est de m'intéresser à mes auditeurs et de forcément répondre à leurs attentes. Je ne vais pas faire un discours préétabli, mettre une cassette, entre guillemets, et que le speech soit continu comme ça. J'essaie de répondre aux attentes de mes auditeurs, donc leur poser des questions et de faire en sorte que ma visite soit vraiment une visite sur mesure, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. Et malheureusement, le confinement fait que tes activités sont au point mort. Et je pense que nous sommes nombreux dans cet exercice. Mais quel est d'habitude le programme des festivités dans ton activité au niveau de la communauté? Alors, programme des festivités, il n'y a pas forcément de programme de festivités. En fait, moi, je réponds à des demandes d'individuels ou de groupes à toute période de l'année. En fait, c'était ça. Pour la synagogue, on a parlé de la synagogue, on s'est vu la dernière fois parce que je présentais la maquette de la synagogue et
et tu as bien voulu tout m'expliquer en fait. Mais j'ai des groupes qui viennent du monde entier, beaucoup d'anglophones justement. Et sinon, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 ans, la synagogue m'avait demandé de faire les visites pour fêter les 60 ans de la reconstruction de la synagogue de la Paix au Comtade. Donc voilà, ça peut être très varié, mais c'est pas forcément rythmé par le calendrier. Ça peut être à toute période de l'année, en fait, en dehors des fêtes. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait, tout à fait. Donc, je voudrais te remercier. Peut-être que tu as un programme particulier pendant ces périodes de confinement. Alors, pendant cette période de confinement, effectivement, mon activité, c'est très difficile parce que c'est activité zéro néant. Donc, c'est vraiment compliqué en tant qu'indépendante. Par contre, un éditeur m'avait demandé d'écrire un livre sur Strasbourg. Et donc là, j'ai enfin le temps. Et donc, j'espère que vous me réinviterez afin que je puisse présenter ce livre, Strasbourg insolite, dans lequel il y a beaucoup de commentaires concernant justement la communauté. Je parle de l'Hérouve, enfin, je parle de choses pas forcément très connu auprès du grand public, on va dire. Et voilà. Donc, j'ai de quoi m'occuper. Voilà, il faut juste rappeler qu'on peut t'écouter sur nos confrères de France Bleu Alsace régulièrement pour une chronique qui s'appelle L'Alsace avec Véro, et justement un de vos invités, Éric de Hénin. Si vous écoutez France Bleu tout à l'heure, l'Alsace avec Véro, c'est sur son livre La crosse et l'épée. Donc je dis bonjour à Éric, et enfin, voilà, ça fait une espèce de boucle, c'est très sympathique, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup Véronique, on va peut-être rester un petit peu dans le domaine de l'histoire, évidemment. On va peut-être demander à Éric de Hénin de se présenter. Dan Leclerc, je vous laisse l'honneur de cuisiner notre ami Éric, que je remercie d'être parmi nous, mais surtout que je remercie d'être un ami fidèle depuis, on ne va pas dire combien de temps, et d'avoir participé à un ouvrage que j'ai édité avec des amis, dont Dan Leclerc. Et donc, je laisse Dan présenter Éric. Merci, cher Thierry. Alors, Éric Dehain, que nous avons en audio et non en visio, mais l'important, c'est de participer. Comment décrire Éric Dehain? C'est un être protéiforme à plusieurs notions. D'abord, par ses origines, son ancrage culturel ou multinational, parce que Éric vit en partie à Strasbourg et puis dans d'autres pays plus lointains, passionné d'histoire et de la culture alsacienne. Le livre La crosse et l'épée fait figure de, comment dire, je pense, de véritable découverte et de remise à jour de l'époque seigneuriale strasbourgeoise et des évêques, les princes, les évêques. Qu'est-ce qui fait que notre spécificité, notre singularité alsacienne fait tant d'originalité. Et Éric a eu le plaisir d'écrire ce livre, de participer au livre également de Thierry, et surtout d'être un fin connaisseur de l'histoire alsacienne, tant sur son dialecte que dans ses origines. Et j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir avec nous. Donc, pour démarrer, Éric de Hénin, si tu nous entends toujours, eh bien, question traditionnelle comme pour Véronique Arreteau, qui es-tu et d'où viens-tu? Bonjour Dan, merci pour cette introduction flatteuse et baroque, comme tu sais que j'aime le baroque. Oui, c'est vrai. Alors, je suis mulhousien par mon père, strasbourgeois par ma mère, le Comtade aussi, puisque mes grands-parents habitaient rue Turenne. Et donc, ça, c'était déjà un lien dès ma petite enfance avec la communauté. Et après des études de droit et une carrière dans la banque, je suis revenu à ma vraie passion, qui est en effet l'histoire. Parce qu'au moment de choisir ma carrière à 18 ans, on m'avait signalé, non sans pertinence, que l'histoire, ça gagnait relativement peu, ce que je confirme d'ailleurs. Et donc, j'ai été bien inspiré, effectivement, pendant quelques années, de sacrifier au matérialisme, mais ce qui me permet, avec d'autant plus de bonheur aujourd'hui, de revenir à mes premiers amours, qu'en vérité, je n'avais jamais quitté, puisque même en parallèle à ma carrière de banquier parisien, il m'était arrivé de commettre quelques ouvrages sur l'histoire alsacienne.
Et alors, cette passion pour l'histoire et particulièrement le dernier ouvrage, comment est-ce qu'on fait justement pour passer de banquier à historien? Quel a été le déclencheur de cette envie? Et au-delà de ces sources et de ces envies, finalement, aujourd'hui, on te nomme historien. Quelle est ton activité principale? C'est celui de commettre les livres, de les partager, de les enseigner? Oui, il y a une volonté de transmettre. J'ai été saisi par l'amour de l'histoire dès mon adolescence. Hein. Je grattais déjà des livres avec ma petite écriture d'écolier. Ça faisait le ravissement de mes parents jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que je les illustrais en découpant des photos dans leurs livres d'art pour illustrer mes ouvrages. Donc ça, ils ont un petit peu moins apprécié. Mais il y avait véritablement une fibre qui naissait. Je crois que j'avais déjà écrit un livre sur le XVe siècle en Europe, sur les ducs de Bourgogne et tout ça vers 16 ans. Alors je suis très prudent sur la qualité de ces ouvrages, hein, qui peut-être à la relecture mériteraient quelques corrections aujourd'hui, a posteriori. Mais voilà, c'était dans les gènes très tôt, et j'ai surtout toujours été persuadé que la connaissance de notre passé nous permet de comprendre notre présent et d'être moins surpris par les événements, puisque malheureusement l'histoire bégaye et que l'inspiration dans ce qu'ont connu, vécu, fait nos prédécesseurs est souvent d'une extrême importance, encore une fois, pour appréhender la situation présente. Alors, comment est née justement cette idée aussi de la crosse et l'épée, de ces fameux princes-évêques qui, à la lecture et à la découverte, apportent un éclairage tout à fait singulier, particulier et surtout très ouvert sur l'histoire là, de l'Alsace et de Strasbourg? Ah ben là, effectivement, ça a été ma grande surprise, c'est de me rendre compte, c'était l'année dernière, lors d'un pince-fesse où on m'avait présenté Étienne Martin, qui est le conservateur du Palais Rohan, et nous avions discuté, sympathisé. Il avait lu mon ouvrage sur le cardinal de Rohan que j'avais écrit en 1997. Et donc, on a abordé ce sujet des princes-évêques et je lui ai demandé si ça avait déjà été écrit, puisque moi, je n'avais rien vu, ni en français, ni en allemand, sur l'histoire des princes-évêques. Et il m'a confirmé que ça n'avait jamais été fait. Donc, dès le lendemain, j'étais à la BNU et j'ai commencé, puisque ça me semblait relativement bizarre, et c'est un euphémisme, que l'histoire de la principale principauté de l'Alsace n'ait jamais été écrite, alors qu'elle nous apprend énormément de choses sur ce que nous sommes, sur notre ADN d'Alsacien, quelle que soit notre communauté, protestante, catholique, juive, c'est vraiment notre ADN commun. Alors, Éric, si je puis me permettre 3 réflexions. La première, c'est que tu as quand même une personnalité, ça s'entend au ton de ta voix, ça s'entend aussi à ta syntaxe, une personnalité hors du commun. Tu as un côté artiste que tu ne caches pas puisque tu illustres toi-même tes livres et en visitant ton appartement, on peut découvrir de grandes fresques et également dans le style que tu affectionnes tout à fait. Comment est-ce que tu désignerais baroque, oui. Baroque, mais c'est un peu la BD le baroque d'ailleurs. Voilà, c'est du BD baroque. C'est de l'illustration. Voilà. Ouais, j'avais une amie qui disait c'est du baroque loufoque. Voilà. Deuxième remarque, c'est que moi je t'ai connu prince. Oui, c'est un de mes avatars, oui. Voilà, je t'ai connu prince de Hénin d'Amancet. Alors tu vas décliner tes titres. Il y en avait pas mal. Hein. Si tu soulèves un caillou, il y a encore 4 ou 5 titres qui sortent. Hein. Il y avait, oui, Prince de Hénin, d'Amancet, du Saint-Empire, Margrave de je ne sais plus trop quoi, Baron d'Eu, etc. Oui. Bah, parce que bon, c'est un peu longuet. C'était une histoire qu'il faut quand même souligner parce qu'elle fait partie du personnage. À l'âge de, je sais pas, une vingtaine d'années, tu as créé une principauté fictive. C'est vrai. J'ai commis ça. Enfin, c'était collectif. Hein. C'était un délire collectif dans lequel il y avait d'ailleurs plusieurs membres éminents de la communauté qui ont joué un rôle de premier plan. Le premier père de la principauté est une personne honorablement connue de la communauté. De Mulhouse. De Mulhouse. Oui. Et donc, cette principauté a vécu quand même quelques années avec de l'imaginaire, des guerres imaginaires, des stratégies diplomatiques et politiques qui étaient vraiment fondées sur, on le sent, fondées sur une connaissance de l'histoire, notamment de François Lépée, qui est relatée aussi.
Alors, une connaissance de l'histoire et surtout l'envie de s'amuser, c'est de ne jamais se prendre au sérieux. Ah oui. C'était totalement grotesque. Et quand tu évoquais les guerres, je rassure tout de suite nos auditeurs, il s'agissait de réunir les gueux du village, de leur apprendre le maniement des bêches, des faux et des brouettes et de partir à l'attaque d'une République française qui nous avait refusé quelques baillages dans le découpage des frontières. Que tu tenais en tenaille à la République française, que tu tenais. Ah bah bien évidemment, on avait envoyé à l'époque une lettre à François Mitterrand pour le sommer de nous restituer un bailliage. Original. Et puis dernière chose, j'aimerais que, avant de terminer cette interview, que tu nous rappelles un petit peu dans ton livre, puisqu'on en a parlé, l'évocation de la communauté juive à cette époque des princes-évêques de Strasbourg. Est-ce qu'ils ont protégé la communauté? Est-ce qu'au contraire, ils l'ont menacée? Alors, il y a eu de tout. L'institution voulait que l'empereur, dans le Saint-Empire, protège les Juifs. Et le prince-évêque, étant le représentant de l'empereur au niveau régional, se devait d'être à son niveau local le représentant de l'empereur et donc le protecteur des Juifs. Alors, ça a été vérifié plusieurs fois dans le bon sens du terme. Il faut rappeler, par exemple, les tout premiers pogroms dans la vallée du Rhin qui ont été particulièrement monstrueux dans le cadre de la première croisade, et où on avait eu des pogroms monstrueux à Mayence, à Cologne, à Spire, à Worms. Et bien justement, à Strasbourg, le prince-évêque de l'époque, Othon de Hohenstaufen, a protégé les Juifs et a empêché Émichaud, qui était ce croisé complètement meurtrier, grotesque, et qui en fait était une grosse feignasse, parce qu'il avait promis de prendre la croix pour aller chercher les infidèles, et puis comme il n'avait pas du tout envie d'aller en Terre Sainte, il s'est dit, mais pourquoi aller si loin? Nous avons des infidèles qui sont là à portée de main, donc ce sont les Juifs, donc faisons ça ici, ça sera moins fatigant. Et notre prince-évêque de Strasbourg, Othon de Hohenstaufen, a très efficacement empêcher le moindre pogrom à Strasbourg en 1096. Bien évidemment, ce qui s'est passé ensuite au XIVe siècle avec le pogrom de Strasbourg nous montre une autre facette où, après quelques années où le prince-évêque de l'époque, Berthold de Bucheck, avait tenté de jouer le rôle qui lui était imparti, c'est-à-dire de protéger les Juifs, avait finalement jeté l'éponge et a même trahi ouvertement à la fin ses engagements en se ralliant à la noblesse pour laisser faire en fait le pogrom avec des intentions assez inavouables qui étaient de supprimer la dette. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout la peste qui a provoqué le pogrom j'ai oublié la date, j'ai plus, mais c'est 1336. 48, voilà. Il faut savoir que la peste est arrivée à Strasbourg, ironie du sort, 3 semaines après le massacre. 3 semaines après. Et c'était surtout des considérations matérielles, économiques, qui avaient provoqué le pogrom. Il faut savoir que le mouvement avait commencé en France, en 1306, en 1322, où Philippe le Bel avait expulsé les Juifs du royaume. Et peu à peu, dans ce cadre d'une grave crise économique, puisque le début du XIVe siècle a été marqué par la fin de l'âge d'or du XIIIe siècle, une surpopulation, de très mauvaises récoltes, un changement climatique, enfin beaucoup de choses qui nous rappellent malheureusement un petit peu la situation présente, on a commencé à développer un antisémitisme économique, parce que évidemment dans les villages, comme la religion, enfin comme le pape avait interdit le prêt sur intérêt aux chrétiens, eh ben on confiait aux Juifs la possibilité de prêter à n'importe quel paysan, n'importe quel bourgeois qui avait envie d'investir, qui avait envie de grossir son entreprise, qui avait envie d'élargir son champ, sa propriété, etc. Et bien évidemment, dans un contexte d'une économie qui entre dans une récession relativement sévère, les dettes sont devenues insoutenables pour beaucoup de gens. D'où l'idée tout à fait perfide et perverse de dire on va se débarrasser de notre créancier et comme ça, eh bien, on remet les compteurs à zéro. Il faut vraiment voir la chose non pas, comme on l'entend trop souvent, une conséquence de la peste noire,
parce qu'encore une fois, en Alsace, les pogroms ont eu lieu avant l'arrivée de la peste, mais comme une conséquence économique d'une solution tout à fait cynique et monstrueuse pour résorber le problème d'une dette qui était devenue ingérable. Éric, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la cité des Doges à Venise, qui, eux, ont fait encore mieux, puisqu'ils ont fait venir les Juifs pour le commerce et la banque? Est-ce qu'il y avait un intérêt des princes-évêques de Strasbourg d'avoir une communauté juive pour l'usure? Mais naturellement, il faut savoir que les Juifs étaient très appréciés du fait même qu'ils s'étaient spécialisés dans ce qui était refusé aux chrétiens, c'est-à-dire la gestion, l'administration. C'était de bons administrateurs à tous les niveaux, même dans les petites villes. Et donc, effectivement, ils étaient très appréciés par la noblesse et ça leur coûtera une fois de plus une flambée d'antisémitisme, et cette fois-ci lors de la guerre des paysans en 1525, parce qu'effectivement, ils seront associés dans le rejet des élites par les paysans de 1525 aux élites, en disant vous êtes les supplétifs des nobles, et donc du coup on ne veut plus de vous, partez, parce que vous incarnez ceux qui contribuent à notre soumission, à tous nos malheurs, etc. Et très souvent on se rend compte dans l'histoire médiévale ou du début de la Renaissance en Alsace que les Juifs sont dans l'imagerie populaire associés aux seigneurs et aux difficultés quotidiennes, aux difficultés des fins de mois des gens qui avaient soit mal géré, soit n'arrivaient plus à rembourser leurs emprunts. Merci Éric. Donc, juste rappeler ton livre qui a été édité chez ID l'édition, ton éditeur. Ce n'est pas ton premier ouvrage. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu en dehors de SXB Street Photographie, un petit florilège de tes éditions? Oui, alors SXB est sans conteste le meilleur de mes ouvrages. Là, je le recommande au premier chef. Mais à côté de ça, de manière très, très subalterne, j'ai en effet écrit La vie du cardinal de Rohan, celui de l'affaire du collier de la reine, qui a eu une vie totalement romanesque avec cette espèce de roman policier qu'est l'affaire du collier de Marie-Antoinette. Donc ça avait été édité chez Perrin en 1997, il est épuisé, mais on peut le retrouver sur toutes les plateformes de livres d'occasion. En 2018, avec le collectif d'artistes Motoko qui m'avait édité, j'avais rédigé une histoire de Mulhouse, illustrée, comme tu l'avais souligné tout à l'heure. Et cette fois-ci, effectivement, c'est l'histoire de la principauté de Strasbourg, donc La Crosse et l'épée, chez ID Édition, qu'on peut se procurer en se rendant sur le site de ID Édition. Et là, vous cliquez La Crosse et l'épée et ça vous est livré. Ou alors en click and collect, naturellement, chez les libraires strasbourgeois et alsaciens. Merci beaucoup, Éric. Donc, on te retrouve tout à l'heure chez nos confrères de France Bleu avec Véronique, si j'ai bien compris. Merci beaucoup à vous trois. Et puis, à très bientôt. Merci, Éric. Alors, nous allons maintenant que Éric, Véronique sont arrivés, nous allons passer et proposer à Maître Waxman Anne de nous rejoindre. Je ne la vois juste plus sur mon écran. Comment se fait, Maître Waxman, Anne Waxman? Je ne sais pas, j'ai un petit problème de caméra, je pense. Mais vous m'entendez là? Oui. Effectivement, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Hop. Oui, j'ai un petit problème de caméra, mais donc vous aurez... Nous avions une belle bibliothèque depuis la Sagrada Familia de Barcelone, mais à défaut, bien, ça sera un écran noir, une toile noire. Et même chose, cette fois-ci, ce sont ces excellents Français qui raconte l'histoire de votre famille juive sous l'occupation, avec vos grands-parents, parents, et c'est je vais dire une saga cette fois-ci, non pas une sagrada, mais une sagada familiale que vous nous proposez. Et avant de commencer et de parler bien sûr de votre livre qui, comme vous le dites, était presque le fruit d'un hasard à la découverte d'une boîte remplie de correspondances avec des cartes postales de cette période, la question traditionnelle va vous être posée. Anne Waxman, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Alors, je suis avocate d'affaires, je suis associée dans un grand cabinet anglo-saxon.
avec une spécialité qui est le droit de la concurrence. Donc j'ai beaucoup gravité entre Bruxelles, Strasbourg et Paris pour ma vie professionnelle. J'ai fait mes études de droit à Strasbourg, hein, grande université, très importante pour le droit européen et d'ailleurs le droit de la concurrence. Ensuite, j'ai continué mes études au Collège d'Europe, qui est un petit peu l'ENA européen, qui est situé à Bruges. Et je travaille donc à Paris dans cette spécialité donc, du droit de la concurrence, mais j'ai aussi d'autres hobbies. Alors j'ai rencontré mon mari à Strasbourg, qui était alors directeur du musée d'art moderne, et raison pour laquelle, qui travaille actuellement, qui est directeur du musée Picasso de Barcelone, raison pour laquelle je suis en confinement et télétravail depuis Barcelone, parce que je sentais des grosses allusions sur la vie espagnole. Et donc voilà, et donc toute ma famille est encore à Strasbourg, donc je suis très souvent de retour. Je remercie d'ailleurs Thierry de m'avoir invité dans cette émission que je recroise parfois de loin, et je sais que ses enfants sont amis avec mon cousin. Et d'ailleurs, je voulais souligner que par le plus grand des hasards, mais la famille juridique alsacienne est assez liée. J'ai participé à j'utilise le terme à dessein, quelques beuveries de la principauté d'Éric de Hénin à Mulhouse, puisque j'ai des cousins avocats mulhousiens, les Cannes. Soulignons aussi que Jean-Paul Waxman a été bâtonnier à Strasbourg et président du Golf Club, où tu excelles également. C'est gentil. Alors, Jean-Paul Waxman, qui a aujourd'hui 85 ans, je crois qu'on peut révéler son âge sans coquetterie. Vous voyez, c'est le petit bambin qui est au milieu, entouré par ses parents à l'orangerie. Hein. Donc la couverture du livre, c'est une photo des années 30, qui doit être de 36, puisque mon père est né en 35, donc là il doit avoir 1 an. Donc il y a ma grand-mère qui fait du tricot, qui est très souriante, c'est une très belle photo, et mon grand-père, Paul Di, donc Lise Waxman et Paul Di Waxman, qui est également sur la photo, très élégant avec son costume 3 pièces à l'orangerie. Donc le livre, effectivement, c'est l'histoire de ma famille, l'histoire de mon père, Jean-Paul Waxman, qui a 5 ans au début de la guerre, en 40, et qui en aura donc 10 à la fin de la guerre. C'est l'histoire de ses parents. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont quitter l'Alsace. Peut-être un mot sur le livre, hein, pour expliquer un peu les éléments. Donc, peut-être le livre, c'est une histoire, alors ça n'est pas une histoire triste, dans le sens d'une famille dans la Shoah avec ces déportations. C'est une histoire de survie, c'est-à-dire c'est le combat ordinaire de cette famille de bourgeois. Hein, ils étaient déjà bien installés. Mon grand-père avait prêté serment en 1928. Il était avocat, hein, donc je suis la 3e génération d'avocats dans cette famille. Donc nous reprenons tous les clichés de Bourdieu, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc mon grand-père, Paul Di, qu'on voit à droite, avait prêté serment en 1928. Alors mon grand-père, donc ça c'est le côté Waxman, une anecdote qui ne prête pas forcément à rire. Donc mon grand-père, lui, est d'origine polonaise et était né en 1904 à Auschwitz. Puisqu'en fait, à Auschwitz, c'était un centre où il y avait énormément de juifs, hein, la moitié de la population était juive. Entre Cracovie et Auschwitz, il y avait de grosses communautés qui se sont d'ailleurs beaucoup déplacées à cette époque-là. Et l'année suivante, ses parents sont allés en Allemagne, enfin, sont allés à Strasbourg et en Alsace, qui était allemande, hein, évidemment, à l'époque, avant jusqu'en 1918. Et donc, mon grand-père était dans une école allemande, et ensuite est devenu avocat. Donc à 15 ans, il apprend le français, en 18, hein, et 10 ans plus tard, il prête serment pour devenir avocat. Et donc c'était déjà des bourgeois, alors du côté de ma grand-mère, parce que c'est beaucoup l'histoire du côté de ma grand-mère, donc du côté des Franck. Ma grand-mère avait 3 frères, Ernest Franck, Paul Franck et Robert Franck, donc qui ont eu tous des destins assez extraordinaires, puisque Paul Franck après la guerre, a été un grand chirurgien à Strasbourg. Robert Franck, et peut-être Thierry, tu voudras en dire un mot, parce que je crois que tu l'as bien connu, a été doyen de la faculté de dentaire
docteur honoris causa, il a un amphithéâtre à son nom, donc c'est quelqu'un qui, dans le domaine... Robert Frank, pour résumer, Anne, dans la profession, Robert Frank, lorsque j'allais aux États-Unis dans les années 80-90, je ne disais pas que j'étais Strasbourg, je disais que j'étais français. On me citait tout de suite Robert Frank. Parce que Robert Frank a été le premier chirurgien dentiste en Europe à faire de la recherche fondamentale, parce qu'il avait un cursus de la faculté de médecine aussi. C'était un chercheur dans l'âme et un type génial et très ingénieux. Il nous a quittés il y a très peu de temps, malheureusement. Et Robert Frank avait récupéré à la Libération, dans l'hôpital de Strasbourg, un des tout premiers microscopes électroniques à balayage du monde, qui marchait avec des batteries de voitures assemblées les unes aux autres. Et comme il était d'un esprit curieux, rigoureux, et qu'il voulait comprendre le fond des choses, c'est peut-être ce qui le reliait au judaïsme, hein, cet esprit de curiosité et de comprendre, il a commencé à passer les dents sous ce microscope électronique à balayage, et il a fait des découvertes histologiques extrêmement importantes et fondamentales qui aujourd'hui font toujours foi et sont toujours des preuves scientifiques, et on lui doit énormément. Il a, par exemple, moi j'étais très copain avec son fils Didier, et quand j'allais chez lui, je voyais des photos des astronautes qui ont marché sur la Lune, parce que Robert Frank a travaillé avec la NASA, Robert Frank a travaillé avec toutes les plus grandes institutions. Voilà. J'ai un profond respect pour ce monsieur que je voyais encore après sa retraite, qui a consacré sa retraite à la peinture, curieusement. Il a fait de ce qu'on appelle du nano-art, c'est-à-dire qu'il a peint tout ce qu'il a vu au microscope, et c'est des toiles magistrales. Il y en a quelques-unes à la faculté dentaire. Il n'a jamais voulu m'en vendre une, il les a gardées, et c'est un trésor pour nous. Voilà, je rends la parole à Anne. Merci Thierry pour cet hommage qui me touche beaucoup. Alors j'ai eu l'occasion de lui parler à de nombreuses reprises pour le livre, pour qu'il me raconte, puisque des quatre enfants de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire qui s'appelait Adolphe Frank, donc ma grand-mère était décédée, Ernest et Paul étaient décédés, mais Robert était encore présent, et donc je suis allé le voir à plusieurs reprises. Il m'a raconté beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes, il m'a donné une partie de ses archives. D'ailleurs, je précise que dans le livre, si l'histoire est évidemment sérieuse, et parce qu'on parle des années noires et on parle d'événements tout à fait tragiques, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de cartes postales qui sont reproduites. Je vais y revenir dans un instant parce que les cartes postales sont à l'origine du livre. Mais en tout cas, Robert m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse, et donc je suis très touché de ces mots que tu as pour lui, Thierry. Et il y a quelque chose qui me rend un peu triste, c'est-à-dire qu'il est décédé juste avant la sortie du livre, et j'aurais vraiment adoré qu'il le regarde, qu'il le lise, parce que lui, il avait vécu cette période. Alors mon père l'a également vécu, mais mon père, il avait encore une fois 5 ans, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais je n'ai pas pu, il n'a pas eu j'aurais eu une grande joie de lui remettre ce livre, mais ça ne s'est pas fait. Mais j'espère que là où il est, en tout cas, il entend qu'on pense à lui et qu'on parle de lui très longuement dans le livre. Mais ses frères, c'est une famille assez extraordinaire, hein, puisque ses 2 autres frères, donc Paul Frank est devenu un chirurgien émérite à Strasbourg, et Ernest Frank, qui était le frère, mais ce sont mes grands-oncles que je connaissais le mieux, puisque lui était magistrat déjà dans les années 30, donc c'était à l'époque la fierté de la famille, parce que Paul et Robert étaient plus jeunes, et Ernest était magistrat. Il n'y avait pas beaucoup de magistrats juifs dans la magistrature de la République. Il y en avait moins d'une centaine sur quelques milliers de magistrats. Et Ernest, lui, sera exclu de la magistrature à partir du premier statut des Juifs et des textes d'application qui vont faire que les Juifs, comme ma famille, qui était très bien intégrés, strasbourgeois ou d'ailleurs, donc toutes ces familles juives qui avaient la culture juive, évidemment, qui était très importante, mais qui n'était pas forcément très pratiquant. D'ailleurs, en lisant beaucoup de choses, on voyait que certains déclaraient « Mais savions-nous encore que nous étions juifs à l'époque ?» Alors évidemment, le premier statut des Juifs d'octobre 40, la France vient de perdre la guerre, Pétain vient d'être nommé à l'été 40. Qu'est-ce que fait le gouvernement de Vichy? Parmi les premiers textes qu'ils adoptent,
d'ailleurs en concurrence avec les ordonnances nazies, c'est le premier statut des Juifs. Il y en aura un autre ensuite en juin 1941 pour les Juifs en zone libre. Et le premier statut des Juifs exclut en fait les Juifs de toute la fonction publique, demande aux journalistes de démissionner, de partir, etc. Donc c'est un choc énorme pour la communauté. La communauté juive, c'est à peu près 330 000 personnes à l'époque en France, avec des fantasmes du commissariat général aux questions juives et la propagande nazie. Il y avait 1 million de Juifs, 2 millions de Juifs, c'est complètement faux. Ils étaient 300, peut-être 350 000 au grand maximum. Et donc Ernest doit quitter la magistrature à la fin de l'année 40, alors qu'il était déjà magistrat depuis 7 ou 8 ans. Il avait fait les combats parce qu'il était officier de réserve, il avait combattu en 40, en mai, en juin, pendant la campagne de France. Il avait eu d'ailleurs, il aura une distinction assez savoureux en 1942, il aura une distinction. Entre-temps, l'administration avait oublié qu'il était juif et qu'il n'avait plus de métier et qu'il était réduit à la misère, comme un certain nombre de juifs. Alors, ça n'a pas été tout à fait le cas grâce à l'entre-gens de mon arrière-grand-père Adolphe. Mais en tout cas, c'est une histoire que j'ai voulu exemplaire de juifs qui ont réussi à survivre. Comment ils ont réussi à survivre? C'est un peu l'énigme, moi, la petite fille de Léopold, la fille de mon père aussi, et de Lise. Comment est-ce qu'ils ont fait? Imaginons-nous bien intégrés dans une communauté, fiers de nos racines et de nos origines, et du jour au lendemain, on nous empêche de travailler, on nous oblige à porter l'étoile jaune, on nous oblige à faire tamponner nos cartes d'identité avec la mention juif. Nos enfants n'ont plus le droit d'aller dans les parcs, on n'a plus le droit d'aller dans les restaurants, on ne peut plus rien faire. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on devient résistant? Est-ce qu'on se fait arrêter? Et donc, c'est tout ce cheminement de ma famille. Une partie sera dans l'Allier, parce qu'on ne peut pas rester caché. C'est très difficile d'être caché pendant 5 ans. Léopold, Lise et mon père vont donc aller dans plusieurs endroits. Ils vont d'abord aller dans l'Allier avec le père de Lise, et ensuite ils iront 2 ans à Agen et 2 ans à Grenoble. Alors pour différentes raisons, Grenoble était une destination assez privilégiée pour les Juifs qui avaient pu déjà échapper à la zone occupée, parce que ça c'est un point très important. Anne, oui. Anne, juste une réflexion. Donc la famille Franck et la famille Waxman étaient d'origine allemande, même si ton grand-père était d'origine polonaise. On peut dire qu'ils étaient de culture allemande. Ils étaient vraiment l'archétype de la famille juive émancipée, parfaitement intégrée à la société allemande, qui vivait non pas un judaïsme, mais une citoyenneté allemande de religion juive, avec ce désir, je parle au début du XXe bien sûr, avec ce désir d'être intégré dans cette société. Et après, ça a été la même chose pour ces fous de la République qui étaient les Français juifs, de devenir des citoyens exemplaires et engagés dans la société française. D'où peut-être le traumatisme qu'a vécu cette famille de se voir déchue de ce statut de citoyen engagé, serviteur de la République et de l'Allemagne. Alors, tout à fait, ça rejoint le titre, parce qu'on m'a beaucoup interrogé, parfois challengé sur ce titre de pourquoi je parlais de ces excellents Français. Est-ce que c'était encore on va dire un énième livre qui mettait en avant la dénonciation des Français, un peu ce qu'on voit dans le film de Max Ophuls, Le chagrin et la pitié. Donc, est-ce que c'était ironique? Alors, c'est vraiment un titre à plein d'entrées, mais je ne me suis pas rendu compte en fait de cette interprétation qui venait d'un certain nombre de personnes, de lecteurs qui m'ont posé la question. Moi, les excellents Français, c'était d'abord la chanson de Maurice Chevalier, bien connue, de La drôle de guerre, qui était en fait une chanson pour remonter le moral des troupes qui attendaient l'attaque allemande et qui ne venaient pas. La drôle de guerre dure de septembre 39 à mai 40, donc les gens s'ennuient. Et donc Maurice Chevalier chante cette chanson sur les excellents Français, mais en fait c'est les excellents Français qui savent s'unir pour combattre la menace allemande. Et alors sur la base de ce titre-là qui venait de la chanson, mon premier point c'était de me dire, mais dans le fond ma famille se prenait pour des excellents Français, c'est-à-dire des Français intégrés comme tu viens de le dire, des Français
d'origine allemande et polonaise, mais mon grand-père Adolphe, lui, qui est devenu français à plus de 45 ans, donc dans les années 20, parlait parfaitement le français, écrivait parfaitement bien, tout le monde était très bien intégré, donc c'était de comprendre comment ils avaient pu vivre ces temps absolument terrifiants, comment ils s'étaient cachés, c'était les stratégies de survie. Alors j'ai commis d'ailleurs à ce propos pas mal d'erreurs, parce que l'histoire n'est pas ma formation, je ne suis pas historienne, et donc j'étais persuadée, mon père m'avait toujours raconté que une des mesures qui avait permis l'arrestation des 75 000 juifs qui ont été arrêtés en France et qui ont été déportés, c'était, bon, il y a le statut des juifs, mais c'était surtout le recensement. Parce que dans la République française, on ne savait pas qui était juif. Il n'y avait pas évidemment aucun élément, comme à l'heure actuelle d'ailleurs, aucun élément pour savoir qui était juif, qui ne l'était pas. Donc les Allemands avaient déjà fait ça en Pologne, en Hongrie, dans plein de pays, en Allemagne évidemment. Et donc, la République, enfin, ce n'est plus la République française, le gouvernement de Vichy, c'était l'État français, met en place un recensement des Juifs en zone occupée, puis un an plus tard en zone libre. Et mon père m'avait toujours dit, mais non, quand on était à Agen, je suis sûr, Paul Di, donc son père, et ne s'est pas fait recenser. Sachant que Paul Di avait trouvé qui pouvait plus être avocat, avait trouvé un emploi de juriste dans une fiduciaire, et il travaillera comme juriste, il fera du secrétariat juridique pendant 4 ans, ce qui est absolument remarquable, puisque normalement les Juifs n'avaient absolument pas le droit d'exercer la moindre fonction en dehors de travaux subalternes. Il n'avait même pas le droit d'avoir de contact avec le public. Donc mon grand-père trouve un travail de juriste dans une très belle entreprise, dans une fiduciaire, et dans ce cadre-là, donc assure la subsistance de sa famille. Et donc mon père me disait toujours, mais non, le recensement, pas possible. Alors, au bout d'un moment, j'avais quand même recherché dans les archives départementales un certain nombre de choses, puis j'ai contacté les archives départementales du Lot-et-Garonne. Un peu un email, moi je les contacte, et je m'aperçois que, évidemment, contrairement à tout ce que j'avais cru et ce que j'avais déjà écrit dans le livre, mon grand-père s'est fait recenser en 1943 à Agen, début 1943. Alors, ça m'a obligé d'abord à déconstruire un peu le mythe familial, parce que ne pas se faire recenser, c'était déjà un acte de clandestinité et de résistance assez important, puisqu'on estime que moins de 10% de la communauté juive ne s'est pas fait recenser. C'est-à-dire que tout le monde y allait, y compris Henri Bergson, y compris toutes les célébrités, Léon Poliakov. Enfin, il y a beaucoup de récits de ce recensement ressenti comme une énorme humiliation, hein. C'était le début d'ailleurs, après les choses vont devenir bien pires, hein, puisque c'était les arrestations et la déportation, la traque, et les rafles, hein, la rafle du Veldiv en premier lieu à l'été 42. Et donc, j'avais écrit au moins 50 pages de mon livre sur l'héroïsme de mon grand-père, la vision de Paul Di qui ne s'était pas fait recenser. Donc j'ai dû reprendre tout ça, j'ai dû réécrire le livre à ce moment-là et prendre une tonalité différente. J'étais un petit peu découragée et finalement ce que j'en ai fait, c'est de dire, ben voilà, on fait dans ces récits de témoignages, alors surtout moi je suis la petite fille, hein, j'étais pas, évidemment c'est des témoignages indirects, alors, on fait des erreurs, il faut les assumer. Et le fait d'être induite en erreur fait aussi partie du récit familial. Merci beaucoup, Anne. Juste, quelle était la motivation d'écrire ce livre? Parce que je ne pense pas que la famille était au courant. Oui, alors effectivement, c'est une question qui vient en général au début, mais on peut la traiter maintenant avec plaisir. Donc, en fait, j'ai retrouvé, en farfouillant dans des tiroirs, alors ça fait vraiment cliché, mais les clichés, c'est aussi la réalité parfois de la vie familiale. Donc, une centaine de cartes postales que mon grand-père a écrit à son fils, donc à mon père, à Jean-Paul. Et ce sont des cartes postales d'enfants, donc avec des dessins, un peu des dessins à la Poulbeau, très colorés. Et on les a retrouvés avec mon père, il y en a plus de 100. Et donc, comme mon grand-père faisait du secrétariat juridique à la Fiduciaire de France, en fait, il allait dans les entreprises, donc il voyageait beaucoup. Donc, on voyageait même en zone libre, qui sera occupée à partir de novembre 1942. On peut imaginer ce que c'est, contrôle dans les trains, contrôle d'identité, etc., etc. Donc, je retrouve ces cartes postales. Alors, c'est des cartes postales écrites à un enfant qui a 6 ans, 7 ans, avec des petits dessins, des petits bisous. Elles sont très émouvantes aussi pour ça, hein.
je t'ai trouvé des pâtisseries, je te les amène. Est-ce que tu as bien joué au football avec ton arrière-grand-père? Enfin, c'est vraiment des cartes postales adorables. Le texte est mignon comme tout. Et c'est d'autant plus en contradiction et en contraste avec la difficulté et l'horreur que vivaient mes grands-parents, parce qu'ils avaient l'angoisse d'être arrêtés pour eux-mêmes. J'imagine ma grand-mère à quel point ça devait être dur, mais ils avaient l'angoisse pour leur fils aussi d'être. Mon père étant scolarisé dans des lycées avec des Français à Agen et à Grenoble. D'ailleurs, dans le même lycée à Grenoble que Claude Lanzmann, qui était un peu plus âgé. Mais donc, je retrouve ces cartes postales, je les regarde. Et je m'étais dit, pour les 80 ans de mon père, je vais lui faire une surprise, je fais une auto-édition, je prends un graphiste et puis je fais un petit texte d'introduction. Et puis je suis tombée dedans, moi j'étais toujours passionnée d'histoire et passionnée de cette période. Et je me suis dit, mais c'est un peu dommage de faire un texte où j'ai aucune photo de mon père à l'époque. Donc j'ai commencé à demander à mon père, mais est-ce que tu n'as pas d'autre chose? Il me dit, non, non, j'ai rien du tout. Bon, j'ai rien du tout, on descend à la cave, on trouve un carton assez miraculeux, plein de documents, des photos, bon, tout était mélangé avec les bar mitzvahs, l'étoile de neige de mon frère, enfin bref, il y avait plein de choses diverses et variées, donc j'ai dû faire du tri. Et j'ai commencé à dialoguer avec mon père, mais peut-être c'est le fait d'être juriste aussi, j'avais toujours peur Donc là, j'ai complètement changé de paradigme. Hein. Je me suis lancée dans un récit, dans un livre, mais je n'étais pas sûre d'y arriver parce que c'était tellement compliqué comme période, et il y a tellement de livres, il y a tellement d'histoires. Donc je ne voulais pas en parler à mon père parce que je n'avais pas envie d'être ridicule et puis d'annoncer quelque chose qui ne se matérialiserait pas par l'ouvrage que je voulais maintenant faire. Donc j'ai mis 5 ans à rassembler tout ça. Comme je le disais au début, hein, mon père maintenant a 85 ans, donc et j'ai enfin réussi là pour son 85e anniversaire, qui était il y a quelques semaines, à finaliser et à publier ce livre. Donc j'étais très fière et j'espère qu'il est fier de moi parce que c'est aussi un cadeau d'une fille à son papa. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'échanger avec ton cousin Bruno, qui a vidé la maison familiale des Franck et qui a retrouvé également beaucoup de documents et qui me disait que son grand-père, donc je crois que c'est Paul-Ly, c'est ça? Non, c'est Adolphe. Adolphe, pardon, était quelqu'un de très discret mais très actif dans la communauté, dans sa générosité et dans ses actions sociales. Tout à fait. Cher Dan, il est temps de conclure avec nos 3 invités qui nous ont fait parcourir l'histoire de notre ville et de notre communauté. Tout à fait, c'est absolument passionnant tout ce que nous venons d'entendre. C'est une vraie page d'histoire totalement transverse et de multisources. Et c'est ça la richesse de la communique et le plaisir chaque dimanche de découvrir d'autres, non pas des paradigmes, mais en tout cas des sources et des histoires méconnues ou à découvrir ou à redécouvrir. Donc un grand merci à toutes et à tous pour votre participation spontanée, parce qu'on n'a même pas besoin de trop vous forcer, vous venez tous naturellement. Et je suis sûr, et j'ai vu Véronique qui prenait des notes avec intérêt que vous avez en plus, vous êtes auto-abreuvé chacun. Voilà, ce serait une belle ironie de l'histoire. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne, Eric et Véronique, qu'on retrouvera très certainement sur nos antennes, Dan. Mais bien évidemment. Puisqu'ils ont encore beaucoup de choses à nous dire sur notre histoire que nous connaissons que partiellement. Il est temps de nous souhaiter à tous un bon appétit à la maison. Bon appétit.